On a créé toutes les déclarations du point de vue de l'utilisateur. Au début, c'est un peu un choc culturel quand même. On nous prenait plutôt pour des extraterrestres. On sentait qu'on était tous en train de construire quelque chose. On n'a pas dit du jour au lendemain, bon allez, tout le monde à la DSN. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Dans cette démarche d'action, de rester discret pour être efficace. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Nous sommes en 1990. Pour une entreprise, il fallait être bien accroché pour faire ses déclarations sociales. C'était une usine à gaz, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc on avait des grandes feuilles sur lesquelles les employeurs remplissaient à la main ces déclarations papier. La paperasse toujours ennemie des entreprises et des artisans. La lourdeur consiste en la multitude de documents à remplir, l'URSSAF, le GARP, les caisses de retraite, les caisses complémentaires, les caisses de prévoyance. Ça ressemble à des déclarations qui sont diverses, redondantes, entre les différents organismes. La déclaration qui va à l'URSSAF n'est pas la même que celle qui va à la CNAV, n'est pas la même que celle qui va à la GIRC-ARCO. C'est des déclarations qu'on fait dans l'intérêt de l'organisme qui va les recevoir, sans regarder quel est en quelque sorte le degré de demande ou de redondance ou de difficulté qu'on demande à l'entreprise. Des liasses de papier à n'en plus finir. Il y avait autant de canaux pour ces déclarations que d'organismes de protection sociale. Des déclarations à faire tous les mois. Les déclarations uniques de cotisation sociale pour payer ses cotisations à chaque caisse. Maladie, retraite, prévoyance, assurance. Puis rebelote, encore aux mêmes organismes tous les ans. Des déclarations annuelles des données sociales, la DADS. La déclaration annuelle des données sociales, si on doit le faire remplir chaque petite case à la main, ça représente à peu près 520 000 cases. Pour déclarer ses salariés, leur nombre ou encore leur salaire. En fait, une entreprise disait, moi j'ai tant de cadres, en moyenne, le salaire d'un cadre il est de tant, donc je vais vous devoir tant. Puis après, on allait vérifier avec les effectifs qu'il y avait bien tant de personnes, etc. Non seulement c'était pas fiable, et en plus ça prenait beaucoup de temps. Il y avait un nombre de fraudeurs hallucinant. Il y avait des gens qui mettaient des faux salariés pour sous-estimer l'URSSAF. Il y avait des malheureux qui arrivaient à l'âge de la retraite, qui s'apercevaient qu'ils n'avaient pas droit à la retraite. L'entreprise n'avait pas cotisé. Notre organisation de la sécurité sociale, elle est faite en risques sociaux, donc avec des caisses nationales, c'est depuis 1967, ce qui a des grands mérites, mais une grande limite, c'est que pour tout ce qui est un peu transversal, on va avoir du mal à gérer ça. Les entreprises ne parlaient pas tellement aux organismes, les organismes ne parlaient pas tant que ça aux entreprises et les organismes entre eux se parlaient pas beaucoup non plus. Le développement de l'informatique dans les années 90 permet d'entrevoir les prémices de la dématérialisation. Et à l'époque, donc, en fait, le système TDS... TDS, pour transfert des données sociales, un premier dispositif de transmission dématérialisée lancé en 1992. Avait finalement porté sur informatique, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, exactement l'image du papier. C'est-à-dire que ça partait de la liasse qui s'appelait la liasse DADS, où il fallait renseigner plein d'informations. Et toutes ces informations, il n'y avait pas eu d'analyse de dire comment j'optimise le process. Elles étaient à la queue leu-leu sur un fichier. Et donc, on les captait par informatique plutôt qu'à la saisie. Ceci dit, à l'époque, il y avait encore bien la moitié des DADS qui arrivaient sous forme de liasse papier. Et une chose allait tout changer, Internet. Internet arrive seulement à partir des années 2000. Il y avait peu de gens qui connaissaient Internet en 2000. C'était connu dans le monde des techos, comme on dit, mais après, sur le grand public, que ce soit les individus ou les entreprises, c'était pas connu, quoi. Donc là, chacun des organismes de protection sociale, se dit, on va faire un beau portail pour les entreprises, pour les assurer. Donc chacun commence à vouloir travailler sur son portail. Et là... Je dis, il faudrait créer quelque chose qui s'appelle Net Entreprise. Il ne faut pas rater la révolution Internet pour la sécurité sociale. Il y a une application majeure qui est dans le rapport entre la sécurité sociale et le monde de l'entreprise et un enjeu de simplification des déclarations. Il faut le faire avec une nouvelle entité qui puisse organiser le travail entre les entreprises et l'ensemble de la protection sociale, parce que l'enjeu de la simplification, c'est de ne pas multiplier les interlocuteurs pour le monde de l'entreprise et donc de lui proposer une relation Internet qui soit avec l'ensemble
du monde de la protection sociale. Et c'est là que le GIP est arrivé. En 1999, le gouvernement de l'époque et sa ministre du Travail, Martine Aubry, se saisissent du sujet. Le projet, rassembler toutes les déclarations sociales sur Internet. Vous travaillez sur Internet ? Est-ce que pour commencer, je peux vous donner un document et est-ce que ça vous inspire, ça vous rappelle ? Le gouvernement a lancé à l'automne dernier le projet Net Entreprise. Cette instance prendra la forme d'un groupement d'intérêt public dénommé GIP Modernisation des déclarations sociales. Nous souhaitons vous charger de la présidence. Bon, je vais vous raconter. C'était fin 99. Je vous rappelle le contexte. Moi, j'étais à l'époque au comité exécutif du MEDEF. D'où cette lettre. Et Ernest Antoine Seyer, qui était le président du MEDEF, m'appelle un matin. Il me dit, écoute Eric, Martine Aubry veut faire un truc autour d'un truc nouveau qui s'appelle Internet. C'est très facile, tu y vas. Bon, je dis d'accord. Bon, donc je me pointe à cette réunion. Il y avait du beau monde. Hein. C'était rue de Grenelle. Et il y avait tous les organismes de protection sociale. Ils s'étaient rarement réunis. Et je tombe là-dedans. Moi, je connaissais pas grand-chose. Et on me dit, c'est très facile. Voilà, il faut mettre sur Internet tout ce qui est déclaration sociale. Bon. Le groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, le GIP-MDS, est officiellement créé le 21 mars 2000 pour une durée de 15 ans. Et Éric Hayat devient son président. Sous la tutelle de la Direction de la Sécurité sociale, le GIP-MDS rassemble dans sa gouvernance un panel inédit d'acteurs de la sphère sociale en France. On retrouve les différents organismes de protection sociale, la CNAM pour l'assurance maladie, la CNAV pour l'assurance vieillesse, l'UNEDIC pour l'assurance chômage et l'ACOS qui recouvre les prestations sociales avec son réseau d'URSSAF. Les régimes spéciaux prennent aussi part autour de table, l'artisanat, le bâtiment, l'agriculture. Il y a un monde fou là-dedans. On trouve également les fédérations représentatives des retraites complémentaires, la GIRC et l'ARCO, mais aussi les représentants des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assurances. S'ajoutent enfin des organisations venues porter la parole des entreprises, comme le MEDEF, organisation patronale, la FNSEA, syndicat agricole, la CGPME pour les petites et moyennes entreprises, et l'UPA, représentant les artisans. Je me souviens d'un des premiers conseils d'administration où je me suis retrouvé jeune consultant entouré des organismes de protection sociale avec derrière moi le monde de l'assurance. On se disait, waouh, on va pouvoir faire des choses ensemble, mais qu'est-ce qu'on est différent ? Comment va-t-on travailler ensemble ? En ce qui me concerne, j'ai été approché par les fédérations, et en particulier par le CETIP, pour représenter au niveau national, dans le GIP-MDS, l'ensemble des institutions de prévoyance et travailler donc sur cette nouvelle technologie qui était Internet à l'époque. À l'époque, je suis directeur de projet. J'ai été missionné comme administrateur suppléant, mais finalement, depuis 25 ans, je suis administrateur du GIP-MDS et donc j'ai vécu toutes les étapes. En 1997, je prends la direction générale de l'ARCO. Et pourquoi je le dis ? Parce que pendant 3 ans, j'ai eu un premier chantier qui était de transformer 45 régimes ARCO en un régime unique au 1er janvier 1999. Donc juste à la veille de l'année 2000 et de la création du GIP-MDS. Compte tenu du chantier que je venais de mener, je connaissais déjà un peu les difficultés de l'interrégime, enfin de faire travailler les gens ensemble. Chaque membre adhérent est tenu de financer les activités du GIP-MDS à la hauteur de sa taille et de sa participation dans les projets et de détacher un ou plusieurs salariés pour remplir les rangs d'une première équipe projet resserrée. On me dit un jour, Eric, tu vas aller au GIP-MDS. Alors je me disais, quoi ce truc ? Comme j'avais une spécialisation en assiette des cotisations et en déclaration sociale, on a trouvé de bon ton que de me nommer au comité des utilisateurs. Alors je crois que c'était quasiment à la naissance du GIP. Le GIP était hébergé à la GIRC, dans le 16e arrondissement. Le GIP-MDS était donc locataire. Je viens de l'UNEDIC, en fait, à l'origine. Donc quand le GIP s'est créé, eh bien, on m'a proposé d'intégrer le groupement. À l'époque, c'était une équipe de 20 personnes et j'étais le 20e de la bande. Le GIP-MDS a été le lieu de la rencontre de nos pairs. Ah, c'est monsieur Untel qui s'occupe de la norme pour la CNAV. Ah, c'est monsieur Untel qui s'occupe de la norme pour la GIRC-ARCO. Donc c'est avec vous qu'on va pouvoir travailler pour porter nos besoins. Et donc, ce que nous a permis le GIP dans un premier temps, c'est d'établir des liens et de pouvoir commencer à travailler sur des projets ensemble. Le premier objectif, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de
répondre à un souci de simplification des déclarations sociales. Et je me souviens très bien à l'époque, on réunissait les membres du GIP et c'était un discours très très nouveau pour eux. On leur disait dès le départ, on n'est pas ici pour vous simplifier la vie, on est ici pour simplifier la vie des entreprises. Donc on crée un site qui s'appelle Net Entreprise pour pouvoir faire les déclarations sociales. Parce que tout est parti de Net Entreprise. C'est Net Entreprise le cœur du réacteur. L'objectif du GIP-MDS, dès le départ, est de créer un point d'entrée unique sur un site internet pour y regrouper plusieurs déclarations sociales dématérialisées. À l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment le début d'Internet. Chacun a été quand même convaincu qu'il aurait fait un plus beau site tout seul. Donc il a fallu arriver à animer tous ces acteurs pour dire non, on va être plus fort si on fait quelque chose ensemble au profit des entreprises que de juxtaposer les éléments. Il y avait surtout des sites informatifs ou quelques sites marchands, mais en matière de formalité administrative, c'était quasiment le premier site. Avec, dès le départ, de la déclaration de données, mais aussi, ce qui était très nouveau, des services de télérèglement. On a été quasiment les premiers services de télérèglement offerts aux citoyens et surtout aux entreprises. Internet, c'est un début pour nous, mais c'est aussi un début pour les entreprises françaises. Est-ce que les entreprises vont aller se connecter sur un portail Internet ? Certains ont peur, certains ne savent pas ce que c'est, mais il fallait être un peu précurseur, avoir la volonté d'avancer pour pouvoir se dire on y va, et puis on verra bien finalement. La première déclaration accrochée au portail sera la DUE, Déclaration unique d'embauche. Cette déclaration a été raccrochée au site Net Entreprise, qui était assez sommaire au démarrage, et qui a permis de pouvoir offrir une première prestation de service aux employeurs et aux déclarants. Cette entreprise de réparation automobile s'est mise à l'informatique il y a 2 ans. Pour elle, la création de ce portail est une réelle chance. C'est une bonne idée parce que ordinateur, ça va être un petit peu compliqué au départ, mais disons qu'après par la suite, on retrouvera et on gagnera pas mal de temps. Dans les premiers mois et premières années, il n'y avait pas de collectif. Le conseil d'administration du GIP, c'est un bazar. Malgré le lancement rapide de la plateforme Net Entreprise, les débuts du GIP-MDS entre ses membres sont très loin d'être simples. Dès mon arrivée, je m'aperçois que tout le monde est contre. L'URSSAF, à la COS à l'époque, on disait, me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est nous, les URSSAF, qui sommes les interlocuteurs des entreprises. Ça sert à rien, ce GIP. C'était vraiment une nouveauté. Certains organismes voulaient la mort du GIP parce qu'ils considéraient que c'était une concurrence et qu'ils marchaient sur leur plate-bande. Ce qui est vrai, c'est que nous, on prend déjà ça comme un coût supplémentaire. D'autant plus que l'Agirc Arrco sont le principal contributeur du GIP-MDS. Il y a des réticences à accepter qu'une nouvelle entité prenne le lead sur un enjeu comme Internet et le monde de l'entreprise. Il a fallu petit à petit les convaincre que l'idée d'un portail commun, l'idée de dématérialiser était forcément favorable à l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi à l'ensemble des organismes de protection sociale. Et fondamentalement, il fallait un grand mérite aux organes de gouvernance du GIP pour faire avancer ces conseils d'administration avec des séparations assez nettes. On touche le secteur public et le secteur privé. Avec un représentant de chaque membre du groupement, le conseil d'administration vote les budgets et les conventions. Le comité d'orientation stratégique rassemble, lui, les directrices et directeurs de certains organismes et des représentants des ministères compétents pour instruire et suivre les décisions prises lors du conseil d'administration. C'était un vrai défi de faire bosser autant d'organismes qui arrivaient chacun avec leur propre déclaration, leur propre défense de territoire. C'est à la fois inter-organisme et inter-régime. Il a fallu gagner la confiance de tout le monde. Et donc les débuts du GIP, c'est la nécessité de mettre en place un processus de gestion crédible et d'aboutir assez rapidement à des réalisations concrètes qui vont prouver la légitimité de cette organisation. Et finalement, on a appris à se connaître. Et à partir du moment où on se connaît, on peut partager des ambitions, on peut partager des projets communs. Il y a eu tout un travail, mais ça a duré des années, de se dire, faut peut-être quand même, dans l'intérêt des employeurs et des salariés, faut peut-être quand même se mettre d'accord pour essayer de travailler ensemble. Le GIP-MDS, c'est des instances de gouvernance, mais également une équipe projet intégrée d'une 20aine de personnes, experts et ingénieurs. En fait, on est en train de créer une start-up.
la première start-up dans le domaine social et public en France. C'est effectivement l'esprit des gens qui étaient là, qui était de dire on va y arriver, il faut y aller, on se retrousse les manches, on compte pas les heures. C'était une équipe qui travaillait de 8h du matin jusqu'à 22h s'il le fallait. Ça a permis de construire les projets étape par étape, qui petit à petit ont permis l'adhésion des acteurs. Moi, côté assureur, mais vous voyez, ce qu'on est en train de faire, ça fonctionne. Et on a une capacité de se mobiliser, de travailler ensemble et d'avoir des réussites communes. Chaque mois, les déclarations sociales par le biais d'Internet gagnent du terrain. Il y avait un projet commun qui concernait l'ensemble des membres du GIP, qui était le projet du portail. Ensuite, on travaillait par groupe projet en fonction des déclarations qui étaient au programme de travail de la dématérialisation. Et donc, c'était des petites équipes. C'était à chaque fois entre 3 et 6 personnes. Alors j'ai rejoint le GIP en 2003, en qualité de directeur de projet. Il y avait quand même une grande autonomie du coup qui était confiée au directeur de projet, qui était en charge du pilotage du projet, de l'exploitation, de la communication, du budget, etc. Sur Net Entreprise, plusieurs déclarations sont dématérialisées et implémentées dans le portail commun. Après la déclaration unique d'embauche en 2001, c'est au tour de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, pour le financement de l'assurance vieillesse. Puis, les fameuses déclarations annuelles de données sociales, les DADS, les déclarations uniques de cotisation sociale, les DUCS, ou encore la DCR, la déclaration commune de revenus pour les travailleurs indépendants. Et donc l'avantage d'une centralisation, d'un portail commun, c'était une seule connexion pour avoir accès à l'ensemble des sources de données. Il faut désormais convaincre les futurs utilisateurs, les entreprises. Comment faire connaître ce nouveau portail au début des années 2000 ? Car pour que ça marche, il faut que les entreprises s'inscrivent. Donc on a commencé à convaincre les entreprises, les petites, et donc il fallait leur expliquer Internet. Donc, on fait de la com. Par les moyens les plus saugrenus, je me souviens qu'on avait acheté un autobus. Samedi soir, le bus de Net Entreprise quittera Le Mans, première étape d'un Tour de France qui s'achèvera à Caen le 13 novembre prochain. Donc pendant 3 ans, on avait monté le bus Net Entreprise. Et là, avec un haut-parleur, on disait aux commerçants du coin, venez donc, on va vous faire vos déclarations sociales. On allait retrouver le dossier de l'entreprise, et puis c'était concret. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Elle a immédiatement répondu oui. Avoir accès via le net à toutes les déclarations sociales obligatoires est pour elle un gain de temps très important. J'ai pas de souci, j'ai la réponse en plus tout de suite quand c'est envoyé. Après 5 ans d'existence, on compte 1,2 million de déclarations sur le portail Net Entreprise. Il fallait qu'on ait une production et un service au plan technique qui tiennent la route. La dématérialisation des déclarations sociales est en marche, mais pas encore leur simplification. En ligne de mire du GIP-MDS, fusionner des déclarations sociales pour réduire leur nombre et simplifier la vie des entreprises. C'est alors qu'une nouvelle bataille s'engage, la normalisation des données. La normalisation, c'est pour une information, dire comment elle est définie. Il y a des milliers de données au sein des déclarations sociales. Nom de l'entreprise, effectif, nombre d'accidents du travail sur l'année, jours de congés payés, puis côté salarié, prénom, profession, salaire net, cotisation chômage, cotisation vieillesse, des milliers. Une même information peut se retrouver sous 3 ou 4 dénominations différentes, car pour chaque déclaration, chaque organisme a son propre langage. Il fallait que les informations demandées aux entreprises puissent être traitées de façon automatique par les organismes et donc être normalisées. Un groupe harmonisation des données se met en place au sein du GIP-MDS. L'enjeu, trouver une dénomination partagée pour certaines données qui conviennent à chaque acteur de la sphère sociale. Le début, ça fritait. Chacun arrivait avec la définition de sa donnée, alors qu'on traitait pratiquement de la même chose. On n'était pas d'accord, mais moi j'appelle ça comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, etc. Si je ne parle pas de la même donnée, ou si j'ai des définitions différentes entre les acteurs, eh bien ça ne fonctionne pas. Le choix qu'on a fait, c'est de choisir la déclaration annuelle de données sociales. Qui était une déclaration qui se faisait une fois par an par l'ensemble des entreprises, et qui en fait recensait les données sociales concernant tous les salariés de chaque entreprise et de façon individuelle. Mais maintenant, il fallait démontrer qu'on était à même de la déployer. Il a fallu passer ce premier stade, je dirais, interne, dans les structures paritaires et dans les groupes paritaires, pour convaincre les directions générales.
Et on avait des petits sourires d'angle pour nous dire ouais, mais votre truc, ça marchera jamais, quoi. Il y a eu, au bout de X années, une normalisation de ce qu'on appelle la structure de données prévoyance santé complémentaire. On a réussi à travailler ensemble, à s'accorder sur une structure et un segment, non pas propriétaire pour chacun des 3 familles, mais un segment unique. Une normalisation déjà inédite entre certains acteurs, mais pas encore globale et partagée avec l'ensemble de la sphère sociale. Elle permet une mise en œuvre par le JIP-MDS d'une première déclaration commune en 2005. La déclaration automatisée des données sociales unifiées, DATSU. Là où l'entreprise doit faire plusieurs envois, elle faisait un seul envoi avec une seule déclaration qui était la DATSU. Et c'était donc le dispositif DATSU, le système d'information, qui se chargeait ensuite de dispatcher les différentes informations vers les partenaires. Où les entreprises, on réduisait leur acte déclaratif. Mais on réduisait pas pour autant la complexité de cet acte déclaratif unique, puisqu'il y avait différents blocs un peu propriétaires des différents organismes dans la DATSU, avec des réalités métiers communes, mais appelées différemment. Experts comptables, éditeurs de logiciels et syndicats de salariés rejoignent le tour de table du JIP-MDS à la fin des années 2000. Le portail Net Entreprise est lui plus robuste et solide techniquement, permettant des échanges de données fiables et sécurisés. Donc on est rentré quand même dans une ère d'industrialisation du GIP, de Net Entreprise. Après quelques années, Net Entreprise était devenu incontournable, ça marchait bien. On avait des clients, donc les entreprises, surtout les PME. En 2010, on compte 2 millions d'inscrits et 18 millions de déclarations, dont 1 million de DATSU. Mais un autre projet, un doux rêve, est encore dans les cartons. Une déclaration sociale seule et unique. En 2010, moi j'ai été recrutée pour être directeur général du GIP. Quand je regarde les 30 déclarations qu'on demande sur Net Entreprise, la plupart du temps, je leur demande les mêmes données. Il y a eu un premier niveau de simplification, mais il n'était clairement pas suffisant par rapport aux attentes des entreprises. La difficulté pesait toujours sur les entreprises qui devaient composer avec différentes informations qui n'étaient pas toujours très clairement énoncées. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Plus loin, une nouvelle page va s'écrire. La déclaration sociale nominative. La DSN, déclaration sociale nominative. C'est une déclaration unique, mensuelle et dématérialisée qui permet aux sociétés d'automatiser leur déclaration aux organismes sociaux à partir de la seule fiche de paye des salariés. La DSN, elle portait notre rêve. La déclaration sociale nominative, c'est une déclaration unique, en ligne, à réaliser tous les mois pour les entreprises. Elle est produite automatiquement à partir des informations récupérées sur la fiche de paye de chaque salarié. Salaire brut, heures de travail, cotisations et contributions sociales, congés. Toutes ces données sociales sont aussi transmises à tous les organismes concernés. URSSAF, France Travail à l'époque Pôle emploi, l'assurance maladie, les complémentaires retraite et les complémentaires santé, assurance, mutuelle et prévoyance pour le calcul des cotisations sociales. En se connectant sur son logiciel de paye, l'entreprise n'a plus qu'à valider sa DSN et payer directement ses cotisations sociales. Exit DATSU, DUX, DMMO, DSIJ. En 2025, la DSN remplace près de 80 déclarations sociales différentes par une seule entrée. Ça a complètement tenu la promesse Seigneur des Anneaux, une déclaration pour toutes les liées. En partant des principes qui avaient présidé à la création du GIP, donc simplification en faveur des entreprises, dématérialisation, point unique d'entrée. C'est pas seulement le recouvrement qui change, c'est l'acquisition de prestations sociales en France. Retour au début des années 2010. La loi dite Warsmann, loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, est promulguée le 22 mars 2012. La loi donne un cadre légal et un calendrier de mise en œuvre progressif sur plusieurs années à la déclaration sociale nominative. On n'aurait pas réussi à faire la DSN si on n'avait pas construit un opérateur et une feuille de route entre l'État, les caisses nationales de sécurité sociale et cet opérateur. Et c'est comme ça qu'honnêtement, les choses fonctionnent, parce qu'on était tous alignés. À la même époque, Thomas Fatome arrive à la tête de la sécurité sociale pour 5 ans. Moi, j'ai vraiment le souvenir assez précis que ces 5 années de mandat à la DSS, ça a été chaque année une progression dans ce projet. Sous sa direction, une gouvernance directe de l'État est mise en place, avec une maîtrise d'ouvrage stratégique du projet DSN, menée par un haut fonctionnaire, Jean-Louis Bull. Un comité de normalisation permet en parallèle de se mettre d'accord sur quelles données communes intégrer. Vous vous souvenez ? La normalisation ?
Pour la DSN, la normalisation des données se déploie désormais dans toute la sphère sociale. Au-delà de définir des champs pour pouvoir recueillir les différentes informations demandées aux entreprises, il fallait faire en sorte que ces informations soient uniques, un langage commun entre les entreprises et puis l'ensemble des organismes de protection sociale. Il y a eu un travail qui a été fait, très important, de rationalisation et de réduction de ces données sociales pour arriver de 850 à 200, 300 données. Et les décisions qui devaient être prises pouvaient être prises avec une vraie volonté de l'État de réaliser cette loi de simplification. Et puis le GIP, il avait plutôt pour tâche ensuite d'opérationnaliser dans l'ensemble des procédures déclaratives. Donc beaucoup de dialogue et sous l'égide de la direction de la sécurité sociale. Et côté GIP, il a fallu organiser les travaux, mettre en place une organisation adaptée aux enjeux, c'est-à-dire un pilotage rigoureux, rendant compte de l'ensemble des décisions prises par les différents partenaires, de pouvoir préparer tous les supports, multiplier les réunions, etc. J'ai rejoint le GIP-MDS en 2010. La première étape, c'était de faire en sorte que ça marche. J'ai été un des rédacteurs du premier cahier des charges de la DSN. Le cahier des charges, c'est ce qui va décrire les règles d'acceptation. Dans quel cas on va accepter une déclaration, dans quel cas on va considérer qu'elle n'est pas conforme. C'est ce qui va garantir que ce qu'on reçoit, c'est exploitable. On a en 2-3 ans, entre 2012 et 2014-2015, défini une organisation qui est pratiquement identique à celle qui existe aujourd'hui. Une première phase de déploiement se lance en 2013 avec des entreprises volontaires. Il y avait quand même quelques entreprises qui étaient convaincues que c'était une bonne idée et qui voulaient nous aider à faire que ça marche. La première phase, elle visait à remplacer la déclaration IJ, donc les indemnités journalières des personnes, et la déclaration fin de contrat de travail pour le chômage. J'ai rejoint le GIP-MDS en 2013. On a notamment mis en place à cette époque-là un club des pilotes, des gens qui acceptaient d'essuyer les plâtres avec nous. On a essayé de les accompagner le mieux possible en essayant de suivre vraiment leur entrée en DSN. Et c'est ce qui a permis de repérer des petites erreurs, des petits ajustements à faire. On a veillé à proposer des modalités qui permettent d'être à la fois dans quelque chose de relativement personnalisé quand c'était nécessaire, mais qui quand même répondent à des besoins plus industriels. Cependant, on est quand même toujours uniquement sur le volontariat. Et on arrive peut-être à 100 000 entreprises, ce qui est déjà pas mal. Mais par rapport aux 2 millions d'entreprises, 100 000, c'est pas encore suffisant. On a vu que ça fonctionnait pas. Elles avaient déjà du mal à faire leur déclaration. On leur proposait de faire une déclaration de façon optionnelle et qui n'était pas obligatoire. Elles n'y sont pas allées. Il y a eu vraiment des oppositions très fortes. Et puis même les entreprises, quand vous leur parlez de quelque chose de nouveau, eh bien, le premier sentiment naturel, c'est ça va nous simplifier la vie, mon œil. La résistance, elle n'était pas massive. Elle était plutôt de type ça va pas marcher. À l'époque, c'était vraiment une totale nouveauté. On était vraiment sur un nouveau mécanisme déclaratif. On a commencé à faire le tour de France. Donc on s'est appuyé sur les comités régionaux pour expliquer la DSN. Des comités qui rassemblent en région des experts des organismes de protection sociale. Démontrer que la DSN allait réellement leur simplifier la vie. Donc on allait prêcher la bonne parole pour dire va falloir vous préparer, il va falloir comprendre le produit. Bon, ça a été un travail de longue haleine auprès des entreprises. Il a fallu vraiment convaincre toutes les organisations patronales, mais également les organisations syndicales. En face, ce qu'il faut dire, si, je vous montre, ça marche. D'ailleurs, ça marche ici. C'est pour ça qu'on a été beaucoup sur la pédagogie par l'exemple. Et pour que ça marche, il fallait des logiciels de paye qui intègrent ces nouvelles évolutions. Dès lors que le projet DSN est apparu dans le paysage social, bien évidemment, on a été partie prenante et on a décidé d'apporter l'ensemble de nos forces et de nos expertises sur ce projet. Il a fallu également que les éditeurs jouent le jeu de mettre la DSN la plus qualitative possible dans leur logiciel de paie. Dématérialiser, simplifier la vie des entreprises, ça fait partie des gènes des éditeurs. L'ambition des éditeurs a été aussi de faire comprendre que le temps de la paye et le temps de la déclaration étaient maintenant réconciliés. Convaincre. Au-delà des entreprises, il faut se mettre d'accord entre tous les acteurs de la sphère sociale, partie prenante de la future DSN. Et sa construction commune se passe souvent autour de la table du GIP-MDS. Il y a eu des comités, des réunions. On l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec l'ensemble des partenaires. C'est quand même, entre guillemets, une auberge espagnole qui a bien été obligée de travailler ensemble. Même si on œuvre dans le domaine de la protection sociale, on n'est pas toujours sur les mêmes idées, sur les mêmes façons de travailler. Là, le GIP a construit quelque chose d'absolument incroyable. En réalité, chacun des acteurs
porter non pas les enjeux de son institution, mais porter les enjeux du besoin qu'il avait de la donnée. C'est pas du tout des guerres de pouvoir, c'est plutôt vraiment trouver ce bon équilibre entre la fiabilité de la donnée, la simplicité de la donnée et la capacité à l'utiliser. Nous, dans la difficulté de notre positionnement, il fallait qu'on se fasse le relais des propositions qu'on construisait avec les autres organismes de protection sociale pour pouvoir les valider auprès de notre panel représentatif de la maîtrise d'ouvrage et être certain qu'on avançait dans le bon chemin. On était reparti encore pour une nouvelle séquence de bâtons de pèlerin. Il faut de nouveau convaincre et rallier chaque branche au projet. Assurance, prévoyance, retraite complémentaire, organismes de protection sociale, les éditeurs de logiciels, mais aussi les experts comptables. Les experts comptables font la moitié des paix en France. Donc, si vous ne les convainquez pas, vous ratez la moitié de l'objectif. Marc Luccioni intègre le conseil d'administration du JPMDS en 2012 en tant que représentant CGPME. Très rapidement en arrivant, je suis reçu par Éric Hayat ainsi qu'Elisabeth Imbert-Bottin. Et tous les deux me disent... Tu es expert comptable, on ne peut pas te laisser simplement administrateur, il y a un comité des utilisateurs et un sujet qui s'appelle la DSN qui arrive maintenant très rapidement. Et nous aimerions que tu prennes la présidence de ce comité des utilisateurs. Embarquer les experts comptables dans cette aventure était un enjeu important pour le GIP. Les échanges étaient peut-être un petit peu compliqués à l'époque, donc je me suis fait fort d'essayer d'organiser tout ça, de remettre du lien entre les différents représentants des instances de manière à ce que les experts comptables soient complètement intégrés dans le dispositif DSN. À partir de 2015, place à la deuxième phase de déploiement de la DSN avec un premier stade d'obligation pour 15 000 grandes entreprises. C'était pas beaucoup, mais c'était signifiant parce que c'était de passer la DUX, la déclaration unique de cotisation mensuelle, dans la DSN. Et donc là, déjà, les entreprises se sont dit, OK, là, ça commence à devenir sérieux. Elles ont commencé à prendre conscience que voilà, ça allait être une réalité. Donc c'est un gros morceau. Il y a un vrai défi. On a mis en place une cellule support mutualisée, composée avec des membres de tous nos partenaires, pour que eux tous ensemble puissent répondre aux questions des entreprises. Ça a été une super aventure qui a vraiment montré la force du collectif DSN. Avec Elisabeth Imbert-Bottin, progressivement, en fin de compte, on impliquait les personnes du GIP sur la DSN. Tout le monde, en effet, a été impliqué jusqu'à devenir un vrai projet d'entreprise. Et à ce moment-là, avec les 15 000 entreprises, en 2015, ça se passe très très bien. On l'a fait étape par étape. Il y a eu des phases d'obligation avec donc finalement des augmentations du nombre de déclarants qui se sont faits au fur et à mesure. Certaines entreprises pilotes ont servi de relais vers d'autres entreprises pour dire moi j'y suis allé et au bout de 3 mois, j'ai constaté qu'il y avait déjà une simplification. Et là, c'est vraiment monté en flèche de façon très importante. Ça, ce sont les anciens documents que l'on met en place. Donc là, c'est en cas de maladie d'un salarié, en cas de départ d'un salarié. Désormais, toutes ces démarches sont faites en une seule fois sur ce site internet. C'est le principe de la DSN, la déclaration sociale nominative. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Pour faire un départ d'un salarié, il fallait 1 heure, il faut 10 minutes. Pour calculer pour un arrêt maladie, il fallait 1 demi-heure, il faut 5 minutes. En 2016, on compte 500 000 entreprises qui utilisent la DSN. Place alors à la 3e et dernière phase, la généralisation de la DSN à l'ensemble du secteur privé. Évidemment, c'est un moment qui est même un petit peu émouvant pour les équipes du JPMDS, parce que c'est vraiment l'aboutissement du projet. On le voit en grand. Nous, on peut être fiers de se dire, non, on y a cru, on a poussé. On l'a préparé de nombreuses années, de sorte à pouvoir intégrer toutes les procédures qu'on souhaitait voir apparaître dans le périmètre à ce moment-là. En 2017, il y avait à peu près 23 procédures qui étaient remplacées en DSN. Notamment la fameuse DATSU, qui mobilisait vraiment les services de paye, qui était un petit peu anxiogène pour toutes les entreprises, et qui désormais est directement intégré à la DSN. Maintenant, on va sur des volumes beaucoup plus importants, et donc il y a tout un enjeu à ce que le système soit solide et fiable dans le temps. On a quand même annoncé des délais qu'on a tenus et des budgets qu'on a tenus. En 2017, on avait quasiment les 2 millions d'entreprises. Je crois qu'on était à un taux de 95%, ce qui est quand même exceptionnel. Mais ensuite, il y a eu encore des compléments. La fonction publique qui a frappé à la porte. Nouveau défi pour le JPMDS, le déploiement de la DSN au secteur public. Là aussi, avec un déploiement progressif. D'abord aux gros employeurs comme la PHP, puis aux plus petits employeurs territoriaux. Les données sont souvent plus complexes
dans la fonction publique. Et surtout, les données RH et les données de paye sont pas forcément bien différenciées. Là, pour la déclaration sociale nominative, il fallait vraiment s'inscrire dans une logique de feuille de paye qui alimente les données sociales. J'étais directrice adjointe de la sécurité sociale. J'avais un peu la tutelle du GIP. Et donc, j'étais très impliquée dans notamment les réunions d'arbitrage entre le GIP, les ministères et les organismes de protection sociale. Il faut qu'au maximum, on se calque sur un modèle commun. Il ne faut surtout pas faire une DSN privée, une DSN publique. Donc le défi, ça a été aussi de faire accepter au niveau du public des traductions. Dans la DSN, on parle de contrat. Ça n'a pas de sens pour un fonctionnaire qui n'a pas de contrat. Donc il a fallu faire comprendre que contrat, c'est l'équivalent de la relation entre l'employeur et l'individu. Et on a pris pas mal de temps sur ce sujet-là, mais c'était nécessaire pour bien sécuriser les choses. Au global, la bascule, elle s'est bien déroulée. En 2022, la DSN est généralisée à l'ensemble de la fonction publique. Et donc, pratiquement à tous les employeurs en France. C'est vraiment une réussite collective. Le fait que désormais, employeurs publics et employeurs privés soient dans la DSN, une même source de données. La DSN, c'est ce vecteur qui nous permet de dématérialiser les flux. Vous allez tout nous dire dans un seul et même fichier qui va émaner directement de votre logiciel de paye. Gagner du temps, diminuer le papier, simplifier la vie des différents opérateurs. L'assurance pour les salariés que leurs droits sont bien inscrits correctement là où ils doivent être inscrits. Là, on a inversé le prisme, c'est-à-dire qu'on est parti du besoin des entreprises de la simplification pour faire les déclarations. Et ça change tout. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Tout le monde a envie de faire de la DSN. C'est aussi une condition de la mise en œuvre d'autres chantiers majeurs. L'impôt à la source, la retenue à la source, prélèvement à la source. L'État avait depuis des années dans les cartons une envie de faire le prélèvement à la source. Ça devenait assez logique de se dire est-ce que la DSN pourrait pas aider. Beaucoup de contribuables se demandent pourquoi on ne prélève pas une somme de chaque mois sur leur salaire pour payer les impôts. On pourrait le faire. L'éternelle question refait surface et comme toujours en pareil cas, on reparle du prélèvement à la source. Une méthode qu'appliquent la plupart des pays européens, mais qui semble très difficile d'application en France. Ça ne simplifiera pas fondamentalement la vie du contribuable. L'impôt à la source va peut-être débarquer en France. Et clairement, nous devrons examiner si une retenue à la source est plus efficace et plus avantageuse. Le ministère des Finances prépare le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. En 2015, alors que la déclaration sociale nominative est en plein déploiement, un vieux serpent de mer refait son apparition. Le prélèvement à la source. Je vous assure que les entreprises, vous allez être associés pour que ça n'ait pas de conséquences ni sur votre gestion, ni sur la relation avec vos employés. Prélever l'impôt à la source, c'est prélever chaque mois le montant de l'impôt en même temps que le versement du salaire. Pour piloter la réforme, Maryvonne Le Brignonen rejoint la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. On commence à collaborer avec la direction de la sécurité sociale, plus précisément, et son directeur de l'époque, Thomas Fatome. Il y a une décision quasiment de niveau politique, en fait, qui est prise, que l'administration fiscale pourra utiliser la DSN, qui est une déclaration sociale à l'origine, pour collecter les informations liées au prélèvement à la source et en collecter les paiements. De manière concrète et opérationnelle, on commence à travailler avec le GIP-MDS puisque c'est lui l'opérateur de la DSN. À l'époque, il y a eu tout un travail de fait avec les services de la DGFiP pour regarder dans quelles conditions ça pouvait être fait sans dégrader la DSN, c'est-à-dire en gardant bien l'esprit de simplification, de normalisation. Si on imagine qu'il y a 100 informations qui transitent tous les mois dans la DSN, je crois qu'il y en a 3-4 qui vont concerner le prélèvement à la source. On va travailler ensemble pour voir dans quelle mesure on peut récupérer ces données-là. Soit vous les récupérez pas, soit vous les récupérez par ailleurs, soit vous faites évoluer votre réglementation pour les demander de manière différente. Alors comment ça marche ? La DSN collecte les données des employés à partir de leur fiche de paye via la déclaration mensuelle des entreprises vérifiée par le portail Net Entreprise. Pour le prélèvement à la source, ces données sont transmises à la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, qui calcule un taux en pourcentage pour chaque contribuable en fonction de ses revenus. Ce taux est renvoyé à chaque employeur qui l'applique et l'insère dans son logiciel de paye pour verser les salaires nets à ses employés. L'employeur déclare ensuite le total des montants prélevés dans sa DSN mensuelle en même temps que les autres données sociales.
Enfin, la DGFiP réceptionne la DSN, procède au prélèvement du montant global de l'impôt collecté directement sur le compte bancaire de l'entreprise et crédite le compte fiscal individuel de chaque salarié dans son espace personnel. La manière dont ça s'est concrétisé, c'est vraiment des centaines et des centaines d'heures de réunions, d'ateliers de travail, d'instances de gouvernance et d'arbitrage à différents niveaux. Gérald Darmanin mise du budget. Qui a cru? La France a été un petit peu archaïque sur ce point, il est temps de se moderniser. Et qui est un chef de projet. Moi, j'ai vu, il dirigeait ça comme un projet. Là, tous les jeudis, il nous réunissait, il prenait des décisions. On a petit à petit défriché et arbitré tout ce qui pouvait poser problème. Le délégué interministériel de l'époque, M. Bull, et les acteurs de la DGFiP ont œuvré dans le bon sens, quoi. Donc, finalement, ça s'est très bien passé. On y est arrivé collectivement, mais les débuts ont été assez folkloriques. J'ai des souvenirs de réunions fleuves. Avec des personnalités assez fortes, que ce soit Elisabeth ou moi. La DGFiP, c'est extrêmement régalien. Et le JIP-MDS, c'est une petite entité qui fonctionne plutôt comme une PME de pointe. Donc, au début, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Mais je crois qu'ils ont compris que s'ils voulaient que ça fonctionne, il fallait vraiment qu'ils jouent le jeu et qu'ils arrivent à trouver les leviers pour mettre en place les textes qui permettraient que ce soit pas contre-naturel par rapport au fonctionnement de la DSN. Ça a forgé des amitiés à l'arrivée, mais c'était pas gagné. En interne, pour les équipes du GIP, ça a été un travail à part entière. En plus, ça les obligeait à changer de prisme, puisque là, ils travaillaient avec Bercy, avec le ministère des Finances. C'est Bercy, c'est le paquebot. Se retrouver en réunion avec eux sur des enjeux aussi importants, c'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement valorisant pour le GIP. Il y avait une pression énorme, parce que là, on touchait plus à la vie des entreprises, avec le prélèvement à la source, mais à la vie des concitoyens. Et on avait été quand même dans un esprit très, très, très volontaire, très positif. On avait réussi la DSN, donc le pass, on allait le réussir aussi. Le cœur du système pour les entreprises, ça a été conçu par Net Entreprise. Et ça a été encore une fois un très très grand moment de satisfaction de voir un projet aussi technique mener à bien et finalement aussi simple. Avant le lancement, Darmanin me dit « Tu es sûr que ça va marcher ?» Je dis « Mais oui, ça va marcher. » Donc j'étais peinard. Alors le prélèvement à la source est à partir du 1er janvier 2019. L'heure de vérité quant au prélèvement de l'impôt à la source. Les premières feuilles de paye viennent d'être reçues. C'est le grand bouleversement de ce début d'année et ça concerne 38 millions de Français. C'est réellement une simplification pour le contribuable. Je préfère cette option que de devoir anticiper ma trésorerie. Là, chaque mois, c'est assez pratique pour moi. J'ai un excellent comptable et je pense qu'il va passer quelques heures à m'expliquer et ça ira très bien. Il a l'habitude. Pour nous, utilisateurs, le travail a été performant, a été fait dans notre intérêt, et finalement, le prélèvement à la source est venu s'intégrer assez nativement, assez facilement à tout le dispositif de DSN. Là, tout au long du projet DSN et du PASS, on était un peu sous le feu des projecteurs. Et donc, on a été perçu quand même comme un groupement d'intérêt public qui fonctionnait bien. Le GIP, c'est sûr, a une réputation certaine de faire ses projets dans les délais et en respectant les coûts impartis, ce qui est quand même pas mal. Le GIP MDS, il a transformé de manière assez radicale la façon dont on calcule les droits sociaux, dont on attribue ces droits, dont on en assure le suivi. Il a permis donc plus de fiabilité, plus de réactivité, moins d'erreurs, moins de complexité aussi, pour les entreprises comme pour les citoyens. Pierre Prébille prend la tête de la sécurité sociale en 2024. Thomas Fatome est lui désormais directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM. C'est des matières qui sont extrêmement techniques, qui sont pas très visibles, mais qui sont indispensables. Et moi, j'ai travaillé avec des gens extrêmement engagés, qui croyaient à ces projets, qui étaient déterminés. Pour compléter le prélèvement à la source, le PASS, Passero fait son apparition pour prélèvement à la source, revenus autres. Les employeurs publics n'avaient pas de DSN à l'époque, donc on a imaginé Passero. On a réutilisé plein de choses de la DSN pour pas tout avoir à redévelopper. On a mutualisé le plus possible. Et donc, on a pu faire ce système Passero en 1 an. Ça va devenir une déclaration mensuelle qui permet de déclarer les versements et les paiements qui sont faits par les organismes ou par les entreprises publiques vers leurs agents ou vers les bénéficiaires. C'est-à-dire les données de revenus de remplacement, donc tout ce qui est allocation chômage, congés payés par des caisses de congés payés, indemnités journalières, etc. Après la DSN et Passero, d'autres innovations sont lancées par le GIP-MDS.
Une identité numérique certifiée pour les entreprises, un répertoire commun qui rassemble toutes leurs caractéristiques, la création d'indicateurs personnalisés. La DSN, notamment, on s'est appuyé dessus pour calculer le montant d'aide sociale. Donc, qui est un montant qui doit permettre pour chaque individu de calculer les droits auxquels il peut bénéficier. Avec les données de la DSN, une nouvelle réforme des prestations sociales a pu être engagée, appliquée à toute la France depuis mars 2025, avec la solidarité à la source. Grâce au montant net social, le revenu de solidarité active, le RSA, et la prime d'activité sont directement pré-remplis dans les déclarations de leurs allocataires. Ça permet d'alléger la gestion, ça permet surtout de lutter contre le non-recours et d'éviter des indus et des rappels qui sont très compliqués à percevoir pour l'individu. Le rôle du GIP ou MDS aujourd'hui est établi. C'est le point d'entrée unique de l'ensemble des déclarations sociales ou de la quasi-totalité s'il en manque encore quelques-unes. 2025 est une année spéciale pour le GIP MDS. Déjà, bon anniversaire. Bon anniversaire. On fête les 25 ans du GIP MDS. Bon anniversaire à tous les salariés du GIP MDS. C'est un vrai plaisir de voir un GIP pouvoir fêter ses 25 ans. Ah bah oui, écoutez, vu que 25 ans, c'est bien. Pourvu que ça dure. C'est le seul endroit où la sphère publique et la sphère privée travaillent ensemble depuis 25 ans. Moi, je ne sais pas si le GIP MDS fêtera ses 50 ans ou pas. C'est pas une fin en soi. C'est une fin en soi si elle continue, ou il continue, d'avoir une utilité dans l'évolution de la gestion de la protection sociale. 25 ans pour le GIP MDS, mais aussi 80 ans pour la sécurité sociale. C'est aussi une année pour se reposer les questions sur le sens de la sécurité sociale au jour d'aujourd'hui et les conditions de sa soutenabilité, de sa transmission aux générations futures. Elle doit incorporer tout ce qui est modernité lorsque ça permet de simplifier la vie des gens, lorsque ça permet de lutter contre la fraude. C'est avant tout un enjeu humain, parce que derrière la DSN, eh bien, vous avez le financement d'un système de protection sociale qui est quand même un des piliers de notre société et de notre économie, et puis vous avez la sécurisation des droits des salariés. Ça, c'est quelque chose de très concret, de très tangible. La sécurité sociale, elle est fondée sur un principe de confiance qui est nécessaire à l'expression de la solidarité. Et le GIP MDS, quelque part, il participe de cette confiance en fiabilisant les données qui permettent de calculer les droits sociaux. Et à la fin, de faire en sorte que notre politique publique puisse se poursuivre. 2025 marque aussi l'année des changements pour le GIP MDS. Après 25 ans de présidence, Éric Hayat laisse sa place. Il est temps quand même d'arrêter. Il est temps. Je ne suis plus tout jeune. J'ose être le seul dans ce monde du social à être resté au même poste pendant 25 ans. J'ai dû faire voter, plus de 260 résolutions, toutes votées à l'unanimité. Même chose pour Elisabeth Imbert-Bottin, auréolée du succès de la DSN et du prélèvement à la source. C'était une merveilleuse aventure. Une nouvelle équipe arrive aux commandes au printemps 2025. Administrateur et président du comité des utilisateurs, Marc Lucioni prend la présidence. C'est un vrai challenge pour l'avenir. Aujourd'hui, tout le dispositif est reconnu, sécurisé. Maintenant, il faut savoir l'exploiter et pousser ses ressources encore plus loin au bénéfice des utilisateurs et des membres. Et Stéphane Seillet, la direction générale. Le GIP porte cette longue histoire de chantier de simplification à travers notamment la DSN et Passereau, et que nous avons l'ambition dans les années qui viennent de moderniser, de continuer à faire évoluer. L'objectif, c'est également continuer cette quête sans fin, en réalité, qui est celle du GIP, d'améliorer la fiabilité, la qualité des données et de simplifier les modalités déclaratives. C'est une quête sans fin, mais c'est une quête dans laquelle on peut faire des progrès chaque jour. Le conseil d'administration du GIP MDS rassemble désormais près de 40 membres de la sphère sociale. En interne, ce sont plus de 75 salariés spécialistes des systèmes informatiques et de la qualité des données. J'ai vu grandir le GIP. Et j'ai vu grandir les compétences du GIP. On ne réussit pas des projets aussi importants que la DSN ou Passereau sans une véritable cohésion. Le quotidien au GIP MDS, il est ultra riche, il est ultra stimulant. Il y a une vraie fidélité au GIP MDS. Je pense que je suis vraiment la représentante de beaucoup de salariés qui sont là depuis longtemps et ont envie de rester encore longtemps. Il faut aussi faire en sorte que la DSN, on l'exploite à son maximum, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un trésor de données. On a vocation à faciliter les usages de ces données. Le GIP MDS
travaille dès à présent à mettre en service sur différents cas d'usage la mise à disposition des organismes concernés des données DSN. Il faut déjà s'appuyer sur cet existant et en prendre la mesure de tous ces potentiels pour construire de beaux projets. Je suis convaincu que les équipes aujourd'hui sont prêtes à relever de nouveaux défis. Mais avant de regarder vers le futur, peut-on déjà parler, pour ces 25 premières années, d'une révolution silencieuse ? Bien sûr, parce que l'utilité de ce service est au cœur de la vie des Français, au cœur de la protection sociale, et c'est quelque chose de remarquable. J'ose espérer que plus personne ne remet en cause le JIP-MDS. On a créé toutes les déclarations du point de vue de l'utilisateur. Avec le JIP-MDS, on pousse le point de vue vers l'approche du client-entreprise. Et c'est vraiment une révolution. Vous allez dans la rue et vous dites aux gens vous connaissez le groupement d'intérêt public, modernisation des déclarations sociales. Les gens vous regarderont avec des yeux en disant qu'est-ce qu'il me dit là, de quoi il cause. Alors que pourtant, dans leur vie quotidienne, finalement, dans leur droit à la sécurité sociale, c'est devenu quelque chose d'incontournable. Pour ceux qui représentent les intérêts des salariés, des entreprises et de tous les acteurs de la sphère sociale, le JIP est incontournable aujourd'hui. Désormais, je pense que la DSN est rentrée quasiment dans le langage commun. C'est une révolution qui s'est faite sans dommage et sans douleur. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Même peut-être des fois c'était un peu trop soutenu. C'était très riche. On avait l'impression d'être utile. Je sais qu'à travers les actions que je mène, tout simplement je simplifie la vie des entreprises et que c'est pas rien. Je suis intimement persuadé de contribuer à l'amélioration et à la simplification de la protection sociale. Le JIP fait un travail d'intérêt général. En fiabilisant, nous, le système DSN, on sécurise les droits de l'ensemble des salariés de France. Surtout, j'ai le sentiment que nous, le JIP, a tenu ses promesses. Et puis maintenant, il survivra. Quand on parle de révolution silencieuse, on est vraiment dans cette démarche d'action de rester discret pour être efficace. Et ça, c'est une signature du JIP-MDS. Ba 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 ba.